Bonjour, c'est la 42e édition de la revue de la semaine. Maintenant, générique. Mercredi, je suis allé à General Electric à Grenoble, peut-être que vous l'avez su. En fait, j'ai dû changer la date parce que le jeudi, c'est les funérailles de mon camarade Alain Billon, qui était un député autrefois du Parti Socialiste et qui ensuite a été le responsable Maghreb-Macrèche pour le parti de gauche, et c'était un de mes très proches compagnons de combat. Alors évidemment, j'ai dû avancer d'un jour mon voyage à Grenoble. Et à Grenoble, c'est les syndicats de l'entreprise qui m'avaient demandé de venir. La totalité de l'intersyndicale, c'est-à-dire les cadres, la CGT, la CFDT, et ils voulaient que je vienne pour donner le petit coup de pouce, vous voyez, que ma présence peut apporter à une lutte. D'abord parce que je ne sais pas pourquoi, quand je suis là, ça donne la pêche aux gens. Et puis surtout parce que ça amène de la lumière médiatique et ça permet qu'on parle du sujet, qu'on approfondisse sa compréhension. Moi, c'est ce que je vais faire maintenant avec vous. Et je vous demande de bien comprendre que quand on parle d'industrie, il ne faut pas voir les choses avec l'œil d'un technocrate ou d'un financier. Hein. Une entreprise, contrairement à ce que racontent les gens qui font des gargarismes avec le thème, vous les voyez dire « oui, alors l'entreprise, vous ne comprenez rien, l'entreprise », ils mettent une collection de DRH à l'Assemblée nationale. DRH, ça veut dire directeur des ressources humaines. Déjà, vous voyez le truc de pervers. Avant, ça s'appelait chef du personnel. Maintenant, c'est DRH, parce que tu as une ressource humaine. Tu n'es déjà plus un individu, tu es une ressource. Hein. Donc on voit déjà toute cette, à travers un mot, une mentalité sur l'entreprise. Il n'y a pas de ressources humaines, c'est l'être humain qui fait tout dans une entreprise. Et une entreprise, le mot ne désigne pas bien ce que c'est. Une entreprise, c'est d'abord un collectif humain de travail qui produit quelque chose. Et nous, c'est comme ça qu'on le voit dans notre famille idéologique. Hein. L'entreprise, c'est ce groupe humain. C'est la raison pour laquelle on a toujours pensé que les mieux placés pour savoir quoi faire dans une entreprise, c'est ceux qui la font vivre, parce que c'est eux qui la font tourner tous les jours. Là, on parle de General Electric. Alors, c'est une histoire compliquée, parce que General Electric a racheté un bout d'Alstom, il y a maintenant 1 an de ça, ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Et avant ça, il y avait eu toutes sortes d'aventures. Si vous voulez les suivre, vous regardez sur mon blog, parce que j'ai suivi ça pendant 6 ans, parce que c'était une des grandes boîtes industrielles du pays. Alors, c'était une boîte, vous voyez, ils produisaient des bateaux au chantier naval de Saint-Nazaire, autrefois, des locomotives et des turbines pour des barrages et plein d'autres choses comme ça. Alors à l'époque, la mode, quand ils géraient les entreprises, c'était de dire « ah ben voilà, nous on va se concentrer sur notre cœur de métier ». Quand vous entendez quelqu'un vous parler de cœur de métier, sachez que l'arnaque a commencé. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient un prétexte pour vendre par compartiment une entreprise, pardon. Hein. Et puis, ils gardaient un métier, puis après, qu'est-ce qui arrive au métier en question? Il y a des hauts et des bas. Et comme vous n'êtes plus dans une boîte intégrée, quand, par exemple, la construction navale est haute et que les turbines sont basses, dans la boîte, ça s'équilibre. Hein. Mais si vous avez enlevé la construction navale et qu'il ne reste plus que les turbines, quand c'est le moment où il n'y a pas une grosse demande de turbines, parce qu'il y en a beaucoup qui sont neuves, ceux qui font des turbines, on leur dit « ah vous n'êtes pas rentable ». D'accord? C'est ça qui s'est passé avec Alstom, qui était un énorme ensemble, mais qui avait un soubassement de métiers communs. La métallurgie, bien sûr. La métallurgie de haute précision. L'usine de Grenoble, ils fabriquent les pièces qui tournent dans un barrage, essentiellement. Hein. Donc c'est des machines qui doivent être une perfection totale. Alors ils vous amènent un bout de quelque chose, hein, de métal qui est là. Le métal, il doit être nickel. Rien ne doit bouger. C'est-à-dire que il ne doit pas comporter de petits trous, pas de failles, pas d'impuretés dans le métal, parce que ça peut être, compte tenu des charges que ce genre d'instrument va recevoir, peut tout faire éclater s'il y a le moindre défaut. Donc là, on est déjà à du 100% sans défaut. Et puis, quand vous installez la roue, hein, chaque barrage a des conditions différentes. Donc les bureaux d'études doivent étudier les pales, comment elles sont courbées, de quelle manière, quelle taille elles font, pale ou aube, parce que je me suis fait engueuler dans l'usine parce que je disais pale, et que dans la plupart des cas, on dit aube. Hein. Alors maintenant, je sais tout ça, parce que à force de visiter des barrages et des centrales, je sais comment ça marche. Alors là, la tôle, ils la tordent, ils font un poinçon, c'est-à-dire qu'on fait une forme,
Et voilà, bon, on travaille tout ça, puis après, il faut lisser, mais au dixième de millimètre, tu vois, ça doit être pareil, sans faille, la forme. Hein. C'est jamais une forme qui est simple. Hein. Et puis après, on rentre les pales ou les aubes hein, dans la pièce dans laquelle elle est. Hein, et là, il y a un gars qui se met dans la machine et il fait 80 degrés là-dedans. Ok ? Le gars, il doit mettre la soudure pour accrocher les deux parties. La soudure, elle doit être parfaite, parce que c'est l'endroit le plus fragile, évidemment. Hein. Et c'est là-dessus que toute la pression, vous avez compris, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin plus avancé, mais je suis sûr que ça vous intéresse comme moi, de savoir comment marchent les choses qui font notre vie de tous les jours. Alors, cette boîte, c'était le fleuron du fleuron d'Alstom pour l'hydraulique. C'est, je sais pas moi, le quart de la puissance installée dans les barrages du monde vient de là. Cette usine-là. Vous vous rendez compte, hein, dans le monde. Par exemple, le grand barrage des Trois Gorges qui s'est fait en Chine, bon, on peut discuter sur le plan écologique de savoir si c'est une bonne idée que le barrage en question. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Ce dont on parle, c'est que c'est le plus grand barrage du monde, le plus spectaculaire, et que la moitié des turbines qui sont là ont été fabriquées par l'Alstom, devenu entre-temps General Electric. C'est ça que les Français savaient faire mieux que tout le monde dans le monde. Alors, les petits bandits qui dirigent tout ça, ils ont commencé à pourrir de l'intérieur, hein, parce qu'ils n'ont pas racheté tout ça pour faire des barrages, ils ont racheté pour faire du fric, c'est tout. Donc, liquider Grenoble, pour eux, ça compte pas. Parce que, pourquoi ? Qui c'est qui dirige ces boîtes ? Il faut bien comprendre. C'est plus des ingénieurs. Hein, c'est des financiers et des commerciaux. Alors, ils regardent leur papier. En chinois, ça coûte moins cher. On va faire tout ça en Chine. Comme si il suffisait de faire ça, et tu trouves les machines, les ouvriers, etc. Là, à Grenoble, vous avez des machines qui sont uniques en Europe. Des ponts porteurs, hein, transborder pour porter les pièces d'un endroit à l'autre de l'atelier, uniques en Europe. Les ouvriers qui sont là, quand vous discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, moi j'ai 100 ans d'expérience professionnelle. Pourquoi ? Parce que chaque génération d'ouvriers qui arrive là perfectionne les méthodes, utilise des machines nouvelles et par son expérience fait transformer les machines dans les bureaux de conception, d'accord ? Et par conséquent, chaque ouvrier, quel que soit son niveau de formation au départ, l'améliore dans sa technique professionnelle d'une manière qui est incommensurable et qui n'est pas forcément dans le diplôme professionnel. Même le diplôme, il est très bon, hein, c'est pas le sujet, hein, mais il faut l'améliorer. Ça, c'est encore une autre idée qu'il faudra qu'on discute un jour. Il y en a, ils disent « Ah ben les gens, ils arrivent, ils savent rien faire. » Mais depuis quand est-ce qu'il faudrait arriver à un poste de travail et être capable de le maîtriser à 100%? Mais c'est tout simplement impossible. On a d'abord les connaissances théoriques, un certain nombre de connaissances pratiques, et puis c'est la pratique professionnelle qui permet d'ajuster, d'améliorer. Bon, voilà. On fait monter le niveau des diplômes, mais il y a toujours une part d'avant-garde que l'ouvrier, le salarié, fait fonctionner. Vous comprenez? C'est ça le cœur de l'affaire. Donc, si vous fermez l'usine de Grenoble, après avoir déjà vendu tout le reste à des gens qui se figurent qu'il faut aller chercher un Chinois ou un Indien pour que ça coûte moins cher, vous n'avez plus de moyens de produire vous-même. Donc si nous décidons qu'on remplace en, disons, 2 ans ou 3 ans, on fait un effort gigantesque pour poser des machines partout, en mer, sur les barrages, tout ce qu'il faut renouveler dans les barrages. Hein. Où on va le faire? Où? Si on n'a plus d'usine. Qui va le faire? Vous comprenez les gens? Il ne suffit pas de dire on va faire ci, on va faire là. Qui va le faire? Il faut bien qu'il y ait les salariés, les ouvriers, les sites industriels. Alors là, il leur faut un truc absolument dégueulasse, assez malheureux. Ils font fabriquer des pièces en Inde ou en Chine, d'accord? Et pas de peau, elles sont défectueuses. Donc ils les ramènent à Grenoble. À Grenoble, les gars se retrouvent devant des machins ni fait ni à faire, qui ne sont pas 100% sans défaut. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, tu as toute une série de fois où on casse tout. On casse tout, ça sert à rien. Leur truc ne marche pas. D'accord? À ce moment-là, on dit à l'usine de Grenoble, ah ben, sur, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, 10 pièces que vous avez traitées, vous en avez foutu à la poubelle 3, vous n'êtes pas bon. Alors là, les types, ça les rend fous. Parce qu'ils disent, mais c'est vous qui nous amenez des saloperies. Et après, vous nous rendez responsables du fait qu'il y a des fois où on n'y peut rien. Il y a même eu un reportage absolument pourri à la télé suisse. C'est pas parce que c'est la Suisse que c'est pas une télé. Et si c'est pas, et quand c'est une télé, c'est toujours le buzz, hein, d'accord? Donc vous avez 3-4 imbéciles de journalistes impertinents en Suisse qui ont montré
arrivaient en Suisse, des pièces qui arrivaient de Grenoble, en disant voilà la qualité française, et paf, ils cassaient tout, et ils le mettaient dans le camion. Vous comprenez la honte pour nous? On n'est responsable de rien là-dedans. Les ouvriers de Grenoble sont responsables de rien. Donc les chefs mauvais qui s'occupent de ça sont en train de tout brader. Moi, c'est ça que je voudrais que vous sachiez. Faire une machine, faire une turbine, c'est un art, c'est comme une statue, c'est comme un poème, c'est comme un beau roman, parce que chaque pièce est individuelle et elle fait appel à des milliers de talents, et c'est ça qu'ils sont en train de détruire, hein, par des imbéciles qui n'y connaissent rien. Et alors vous avez le patron, il est au-dessus de tout le paquet, là. Celui-là, il est mieux que tout le monde. Il dit, de toute façon, dans l'accord Alstom General Electric, ils ont une action de plus que nous, donc c'est eux qui décident. Ils ont décidé de détruire ça, ils le détruisent. Vous comprenez? Voilà le genre de patron que le MEDEF est capable de produire dans ce pays. Mais l'État, il a les parts. Il a une partie des parts, il a 20%. En location, peu importe comment, c'est pas ça le sujet. À l'époque, grâce à Sarkozy, vous m'entendez, c'est moi qui dis ça, on avait nationalisé Alstom. Il y avait déjà des imbéciles qui disaient que ça valait rien. Bon, et donc Bouygues a une part des actions et les file à l'État, voilà, pour gérer. D'habitude, c'est l'inverse, c'est les intérêts privés qui gèrent pour l'État, mais là, c'est comme ça. Donc, jusqu'au 17 octobre, l'État et les dirigeants politiques peuvent dire pas touche à l'usine de Grenoble, trop important pour la sécurité nationale et pour l'indépendance du pays. Et que fait l'État qui s'occupe des start-up? Hein? Rien. Il les laisse mourir. Voilà. J'espère que quand vous m'aurez entendu, vous les détesterez autant que moi je les déteste. Et rappelez-vous bien, quand vous voyez quelqu'un parler au nom du MEDEF, du Mouvement des entreprises de France, que vous avez affaire à des gens qui ne sont intéressés que par l'argent, qui ne se soucient même pas de savoir ce qui se produit dans ce pays. Ces gens ont tout saboté et préféraient se gaver de dividendes l'année dernière encore, plutôt que d'investir. Ils préfèrent laisser un Coréen acheter un chantier naval, même avec 10 ans de carnet de commandes, ou un Italien, ou n'importe quoi. Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est prendre pour eux. Et là, ils ont une belle loi de finances que leur fait Macron, ils vont encore prendre plein pour eux. C'est donc une classe parasite qui ne sert absolument à rien. Vous savez, c'est comme autrefois les nobles. Alors les nobles, on disait, bon, bah, c'est normal, ils sont nobles, ils ont des privilèges parce qu'ils font la guerre. C'est pas nous qui la faisons, c'est eux. Bah, au bout d'un moment, les gens disaient, mais c'est pas vrai, ils font pas du tout la guerre, ils font rien. Ils sont là à la cour, ils ramassent des sous, c'est tout. Eh ben, les grands capitalistes du MEDEF, c'est pareil, ils font rien. Ils font rien d'utile, de créatif, c'est même pas des bons dirigeants, ils plantent leur boîte. Hein. Donc voilà. Vous verrez peut-être dire, ah, il exagère. Vous verrez. Quand j'ai commencé à dire qu'Alstom passait en petits morceaux, on m'a dit que j'exagérais. Et maintenant, je vais vous dire une chose pour finir sur ce sujet. En ce moment, Airbus est dans le viseur. Les Nord-Américains appliquent à Airbus ce qu'ils ont fait à toutes les entreprises qui voulaient acheter, comme Alstom, comme Alcatel-Lucent, comme tout ça. À chaque fois, ils font de la même manière. C'est-à-dire, ils commencent par entrer dedans, puis ils découvrent une affaire de corruption, ils foutent en procès ou en prison un dirigeant pour faire peur à tous les autres, et les autres, ils mettent les pouces et ils capitulent sans condition. C'est comme ça qu'Alstom a été dépouillé. Et en ce moment, il y a, paraît-il, une affaire de corruption à Airbus. Parce que bien sûr, Boeing, eux, jamais ils achètent un client, jamais, ils le font pas, hein, parce qu'ils sont purs, c'est des Américains. Tandis que nous, on est des voyous, parce qu'on est des Européens. Voilà. Donc vous m'avez compris? Écoutez-moi bien, Airbus est dans le viseur des puissances d'argent nord-américaines. Le patron allemand a foutu dehors tous les Français de tous les postes de commande et a commencé à faire entrer des Américains. Dont un type, écoutez-moi bien, qui travaillait au secrétariat, qui était le secrétaire de la défense nord-américaine. Et ce gars-là s'occupe de l'innovation à Airbus. Vous savez, plus bête, est-ce qu'on peut trouver? Restons optimistes, on doit pouvoir trouver. Mais c'est quand même ça qui a été fait avec Airbus. Voilà, et tout va y passer comme ça, si vous n'arrêtez pas ces gens à temps. Alors moi, je dis au pouvoir, je vous rappelle que quand ça sera nous, on repassera tout ça en revue. Parce qu'il y a des articles du Code pénal qui punissent ceux qui ont attenté aux intérêts fondamentaux de la nation. Bon, je vous reparle de cette histoire de drapeau européen. Bon, évidemment, si vous vous y êtes intéressé, c'est très difficile d'arriver à comprendre parce que les journalistes qui suivent ça racontent le truc qui leur passe par la tête. Hein. Bon, ils expliquent jamais rien. Bon, je sais pas si vous avez vu l'autre comique là, comment tu l'appelles, Cohen. Hein.
Alors on lui dit, mais Mélenchon dit que c'est un symbole religieux. Il dit, non, oui, non. Enfin, il sait pas, il n'a pas regardé, il n'est pas au courant. Mais enfin, lui, il est là pour dire du mal de Mélenchon. Donc ce qui est important pour lui, c'est pendant qu'on lui parle, de trouver comment il va pouvoir dire du mal. Donc, avec des gens pareils, on ne comprend pas ce qui se passe. Je résume. En 2005, quand il y a eu le traité constitutionnel, on vote, les Français votent non. Et les Hollandais, pareil. Non, on ne veut pas de ça. Alors évidemment, on dit, ah, vous êtes contre l'Europe, nationaliste, chauvin, repli sur soi, ragnagna, tout ça. Bon, non, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et ils avaient raison, parce que ça, c'était l'Europe libérale, celle qui est en train de nous faire mourir à petit feu. Nous et l'Europe, hein, l'idée européenne, parce que la vérité, à part les 4-5 qui s'agitent, tout le monde déteste l'Europe aujourd'hui. Hein. L'Europe telle qu'il la voit, pas l'idée européenne. L'idée européenne, tout le monde est pour, l'hymne à la joie... bon, voilà, on arrête les guerres, on veut plus de ça, on veut coopérer. Tout le monde est pour ça. Il n'y a personne qui est contre ça. Mais contre ce machine à faire du fric et à faire perdre tous les acquis sociaux d'un demi-siècle de lutte, tout le monde est contre aussi. Voilà. Donc eux, ils jouent sur l'ambiguïté. Si tu n'es pas d'accord avec mon Europe pourrie, c'est que tu es contre l'Europe. Voilà. Ça, c'est leur équation de base. Donc moi, j'ose parler du drapeau, c'est donc que je suis un nationaliste, replié, gna gna, je sais pas quoi. Bref. En 2005, dans le traité constitutionnel, ils mettent l'hymne à la joie, là, hein, le truc de Beethoven, avec le poète Fichte, magnifique. Et puis le drapeau. On vote non. On comprend, d'accord? C'est pas non à une ligne ou à l'autre, c'est non à tout. Donc, tout part à la poubelle. Sarkozy reprend le texte, il le découpe, il le met dans un autre ordre. Monsieur Giscard d'Estaing, qui a écrit le premier texte, il me dit, moi ça me va, c'est le même, mais dans un autre ordre. Mais Sarkozy dit, mais moi j'ai entendu ce que m'ont dit les Français, j'enlève le drapeau et l'hymne. Nous ne l'avons rien demandé, mais il l'enlève. Ça arrive au Congrès du Parlement, les députés votent pour le texte, ça s'appelle le traité de Lisbonne, moi je vote contre, j'étais déjà parlementaire, et on est toute une série, à l'époque j'étais socialiste, on vote contre, d'accord? Donc il ne faut pas non plus raconter que tout ça s'est passé comme une lettre à la poste, hein, c'est pas vrai. Et donc, il n'y a plus ni drapeau ni hymne. Honnêtement, on s'en fout. Dommage pour l'hymne, parce qu'il est plutôt sympa. Et moi, j'arrive à l'Assemblée nationale, je vois le drapeau. Peut-être que vous vous rappelez de cette scène, alors on dit « Ah, Mélenchon n'était pas content, il dit qu'est-ce que c'est ça, c'est la Vierge Marie, forcément. » On prend deux phrases et personne ne m'a rien demandé. Hein. On m'a pas dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur Mélenchon, on ne comprend pas, on ne voit pas la Vierge Marie, de quoi vous nous parlez ?» Non, non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est Philippe Buse. Hein. Mélenchon est contre le drapeau, repli nationaliste, gna gna gna. Vous comprenez quoi? Bon, bref, les pauvres, hein, c'est leur métier ils sont payés pour ça, donc ils le font. Hein. Bon, alors voilà. Moi, j'arrive là, je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que moi, je la connais, l'histoire du drapeau. Quand il y a eu, dans les années 50, le Conseil de l'Europe, les gens, le Conseil de l'Europe, à vous mélanger tout, le Conseil de l'Europe, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. À l'époque, ça n'existe même pas. D'accord? Et il y a 6 membres à un truc qui s'appelle la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui ensuite va donner tout le couchi de l'Europe. D'accord? Mais au départ, ils sont 6, retenez le chiffre, 6. Et puis il y a le Conseil de l'Europe. Là-dedans, ils sont 24. 24, 6. D'accord? Alors, ils discutent au Conseil de l'Europe, dans lequel il y a les Russes. D'accord? Quel va être l'emblème? Ah bon, alors tout le monde est là, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Alors quelqu'un dit, il y en a qu'à mettre des anneaux. Alors les autres disent, ah ben non, ça c'est déjà le truc olympique. Et d'autres disent, ah ben non, on va pas mettre des anneaux, ça fait la servitude. Alors quelqu'un dit, ben, on va prendre les étoiles, et puis on va mettre en plus gros ça où est Strasbourg. Alors toc toc toc, ils font le dessin. Et quelqu'un regarde, il dit ah, « ça va, on a compris, ça représente l'ours. » Et l'ours, c'est le symbole de la Russie. Pas question. Très bien, et de fil en aiguille, à la fin, il y a un type qui dit « Moi, j'ai une idée. Je vous propose ça, pof, fond bleu, et 12 étoiles. » Et le gars qui le propose, pas moi, Mélenchon, ni mes amis, le gars qui le propose, il explique ce qu'est ce drapeau. Il dit c'est les 12 étoiles qu'il y a autour, dans je ne sais plus quelle chapelle, de la tête de la Vierge, parce que c'est les 12 apôtres, pour ceux qui ne connaissent pas la religion chrétienne, c'est comme ça que c'est représenté. D'accord? C'est le type qui a inventé le drapeau qui le dit, encore une fois. Donc c'est un emblème religieux. 12 étoiles à une époque où il y a 24 membres au Conseil de l'Europe et 6 à la communauté économique, à la communauté charbon et acier. D'accord? Donc le chiffre 12 n'a rien à voir avec le nombre d'États. Ni au début de l'Europe où on est 6, ni avec le Conseil de l'Europe, ni avec l'Europe elle-même, parce que l'Europe, elle a été 6, 12, 16 et ainsi de suite. Le chiffre 12, il n'a jamais existé que, je crois, très provisoirement. Honnêtement, je ne me rappelle plus quand. Bon, voilà. Donc,
nous on dit, écoutez, parmi toutes les bêtises de l'Europe actuelle, vous allez en rajouter une, qui est de mettre un drapeau confessionnel. En Europe, il y a des gens de toutes les religions, des chrétiens, des musulmans, des juifs, etc., etc., et une masse de gens qui n'ont pas de religion et qui n'ont pas envie d'être représentés par les symboles d'une certaine chrétienté, hein, parce que les chrétiens n'auraient demandé non plus, hein, ces 3-4 agités du bonnet, là, qui veulent à tout prix nous coller l'Europe et ses racines chrétiennes, parce que c'est pour eux la manière de nous découper en face des peuples qui sont nos amis, nos alliés, nos frères et avec qui on vit, que ça vous plaise ou pas. Nous vivons avec des millions de Maghrébins de l'autre côté de la Méditerranée, dont une bonne partie est ici, avec qui nous avons des enfants, des petits-enfants, et qui sont notre famille, que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça. Donc notre génération politique, son devoir politique, c'est de faire de tout ça un peuple. Donc de ne pas aller chercher sans arrêt ce qu'opposent les gens. Puis la religion, j'aime mieux vous dire que quand les gens sont dedans, eh ben ils ne sont pas d'accord avec les autres. Toute religion est une hérésie pour l'autre. Donc on ne va pas aller chercher dans la religion des motifs pour faire l'Europe. On fait l'Europe pour faire la paix, pour faire le progrès social, pour faire tout ce que vous voulez, de l'intelligence collective, mais pas de la religion. Ah bah la religion dans la politique, pas de religion en politique. Alors vous les avez vus, ils sont tous là. Hein, alors islamo machin chose, ils nous accusent de tout, à refoutre de la religion sans arrêt dans tout, mais quand c'est leur tour de prendre une décision, alors là tout d'un coup, il y a une religion qui leur convient parfaitement. Ben moi je dis non. Voilà. La République française ne peut avoir pour emblème un emblème religieux. Voilà le chef de l'État qui apprend que j'ai dit ça, et il dit, ben moi je vais signer pour que ce soit le drapeau du pays. Non mais attendez, monsieur le Président, il y a un problème. C'est pas une monarchie ici, c'est une république. Alors d'accord, c'est une monarchie présidentielle, mais il y a quand même des formes à respecter. C'est pas vous tout seul qui allez décider quel est l'emblème de la République française, parce que c'est déjà marqué dans la Constitution que notre emblème, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Ok, il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre. Parce que s'il y en avait eu un autre, c'est si on avait voté le traité constitutionnel. D'accord? Mais on a voté le traité de Lisbonne. Et dans le traité de Lisbonne, il n'y a pas de drapeau. Alors regardez bien l'affaire, les gens. C'est moi qu'on traite de sectaire. C'est eux qui veulent mettre un symbole religieux. Et c'est lui tout seul qui va décider quel est le drapeau de la République française. Pas question. Alors il dit, je vais signer la déclaration, il y a une déclaration en effet, d'une série de pays qui a dit, oh les Français font bien ce qu'ils veulent, pour nous on est d'accord pour avoir le drapeau avec les étoiles. Ben ça les regarde. Ils ont fait une déclaration. Mais nous on n'a pas voté cette déclaration. Le Parlement français n'a pas voté la déclaration. Donc elle n'a zéro valeur. Et monsieur le Président de la République française est prié de se rappeler que ici c'est une république, pas une monarchie. Il ne décide pas tout seul. Au moins, quand il décide quelque chose, eh ben, il faut qu'il le fasse adopter par le Parlement. Ben voilà, t'as qu'à ramener tout ça au Parlement. Et puis on discutera. Et on s'expliquera pourquoi la France aurait 2 drapeaux. Nous, on a dit, si vous voulez vraiment mettre un drapeau, mettez celui de l'ONU. Parce que toutes les nations de la Terre sont sur ce drapeau. Et lui, il comporte aucun aspect religieux. Alors les autres, évidemment, ils se donnent un genre, vous voyez, ils voient la tribune, le drapeau, nanani, nanana, on croirait qu'ils sont nés dedans, que tous les jours ils le bisoutent. Tellement ça leur paraît important. Il n'y en a pas un qui sait ce que ça représente. Et s'ils savent ce que ça représente, alors pourquoi ils n'en disent rien? Pourquoi les mêmes ensuite font des numéros contre la religion en politique? Nous, on est cohérents. Jamais de religion en politique. Voilà, ni par un drapeau, ni par quoi que ce soit d'autre. Tout le monde doit pouvoir se sentir à l'aise dans sa patrie, quelle que soit sa religion. Et si on veut faire l'Europe, il faut que tout le monde soit à l'aise. Hein. Bon, je viens sur le thème du nucléaire. Bon, il y en a beaucoup d'aspects en ce moment. Qui viennent sur la table, il faut le regarder avec attention. D'abord, il y a les pays qui veulent se doter de l'arme nucléaire. Je vais vous dire la position, pour ça je suis content que le Nobel de la paix soit allé à l'association qui est contre, hein, qui est pour le désarmement, la non-dissémination. Nous, les Français, nous avons l'arme nucléaire, je le sais bien. Nous sommes pour le désarmement, et le désarmement nucléaire. Mais on commence par ceux qui en ont le plus, pas par nous. Hein. Parce que si nous on désarme, c'est nous qu'on rend vulnérables et on est une tentation. Mais je mets ça de côté. Nous ne voulons pas la dissémination nucléaire. Voilà. On me dit, mais vous l'avez, pourquoi vous l'empêchez aux autres? Parce que nous sommes contre la dissémination nucléaire. Plus il y a de monde qui a une arme nucléaire, plus il y a de gens qui sont tentés de l'utiliser. C'est pas très difficile à comprendre. Et l'arme nucléaire n'a pas le même sens pour tous les pays.
quand on est un pays très peuplé, très peuplé, une arme nucléaire, elle a une signification, avec des grosses guillemets, tactique. C'est-à-dire on détruit dans un coin et puis bon, on voit ce qui reste. Nous les Français, ça ne peut pas être tactique. Nous, un coup chez nous et c'est fini. Nous on est fini comme pays. C'est la raison pour laquelle on a la dissuasion nucléaire tous azimuts. À l'époque, c'était pas rien de faire passer un truc pareil. Alors les gens disaient tous azimuts, vous y allez fort, disait-il au général de Gaulle, quand même, c'est les Américains nos alliés. Et de Gaulle dit non, nous c'est tous azimuts, et puis depuis qu'on a décidé ça, ça n'a pas l'air d'aller plus mal. Donc c'est bien. D'accord? Moi j'ai la même position. Pas de dissémination nucléaire. Et c'est pas parce que nous on en a qu'on va du coup, par une espèce de parallélisme des formes, dire ben, les autres aussi. Non. Nous militons pour un monde sûr. Et quand on est pour le désarmement nucléaire, on ne trouve pas que c'est une bonne idée de commencer par armer nucléairement des gens. Primo. Segundo, alors ça veut dire qu'il faut être intraitable avec ceux qui essayent de se doter de l'arme nucléaire. Et quand ils l'ont, il faut la leur retirer. Voilà, c'est pas très dur à comprendre. Hein. Quand ils l'ont, il faut la... Et il faut qu'il y ait des zones dénucléarisées dans le monde. Évidemment, si de l'Atlantique à l'Oural, c'était dénucléarisé, moi j'applaudis à demain. Mais c'est ce qu'on commençait à faire. Avec les accords d'Helsinki, tout ça est fini maintenant, mais le monde est donc redevenu plus dangereux qu'avant la guerre froide, ou qu'au début de la guerre froide. Okay, ça, c'est pour la dissémination. Donc, on ne peut pas être d'accord avec le fait que les Coréens du Nord aient l'arme nucléaire. On me dit, oui, mais tu exagères, c'est parce que les Américains provoquent. Je m'en fous. De qui provoque ou pas, c'est pas le sujet. Nous ne voulons pas que des gens s'équipent d'armes nucléaires. Voilà. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, le Coréen, qu'est-ce qu'il fait? Un coup, il tire du côté des Américains, un coup, il tire du côté des Japonais pour dire, bah, vous avez vu, je pourrais vous frapper. Voilà, ben, nous sommes contre. Deuxième question sur le nucléaire, c'est la sûreté du nucléaire. Là, il y a un rapport qui vient de sortir, mes amis. Moi, j'aime pas trop parler de ce sujet. Mais quand même, nous, les Français, on est fragiles. Il y a, je sais pas combien de... 58 réacteurs, je crois, dans le pays, hein, un chiffre comme ça. Donc, la question de la sécurité au sens militaire hein, du terme, c'est une question très importante. Les gens qui ont écrit le rapport ont été raisonnables. Ils en ont transmis une partie au ministère de l'Intérieur et pas rendu public. Il y a risque, les amis. Je me suis demandé avant de faire ce petit bout-là, de la revue de la semaine, si j'en parlais ou pas. Parce que pour moi, c'est un sujet grave, important, qui est tout le temps présent à mon esprit, parce que c'est peut-être pour la France un risque majeur. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je pense qu'il faut sortir du nucléaire. C'est pas la seule, hein, mais celle-là, quand même, elle compte. Nous, les Français, il est vraiment temps de tirer les leçons de notre histoire. Il faut arrêter avec ce truc. Hulot a dit qu'il fermerait 18 réacteurs. Il se trouve que pendant la durée du mandat de Macron, il y a 18 réacteurs qui arrivent 18 ou 19, qui arrivent au bout de leur vie, c'est-à-dire 40 ans. On peut décider de refaire le grand carénage, ça coûte plus cher que de changer. Surtout que maintenant, ce que je vous répète à vous saouler d'un discours à l'autre, c'est que là, l'étude a été faite qui montre qu'on pourrait, avec l'éolien en mer, couvrir tous les besoins énergétiques de la Terre. Formidable, non? Dans la mer, il y a 75 fois la puissance dont on a besoin sur la Terre. Donc il n'y a rien qui nous condamne au nucléaire. Évidemment, c'est dur de savoir ce que compte faire Macron, parce que quand j'en ai parlé avec M. Édouard Philippe, vous savez, après cet entretien, ça m'a bien fait marrer, pour dire comme ils sont nuls, les commentateurs. Alors il y en a un qui a commenté le fait qu'on voyait que mes cheveux étaient violets, parce qu'il y avait une lampe parme au-dessus de ma tête. Alors ça, c'est un sujet, hein, les cheveux de Mélenchon. Attention, les amis, est-ce que... Il y a même un journaliste qui a dit que j'avais fait exprès de me teindre les cheveux en violet pour paraître plus gentil. Bon, le pauvre, hein, bon, il faut bien qu'il vive, hein. Ah oui. Bon, alors ça. Et puis, est-ce que Mélenchon était assez agressif ou pas assez agressif? Ce que j'ai raconté s'en fichait complètement. La seule chose qui comptait, c'était les apparences. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient rien, ils ne savent pas de quoi on parle. Je dis, il y a 19 centrales qui vont fermer, oui ou non? Alors le Premier ministre dit, il bafouille, et il dit, il y a une autorité de la sécurité du nucléaire qui nous dira, mais non, on ne parle pas de la sécurité, on te parle de savoir si tu vas fermer ou non les réacteurs, parce qu'ils seront arrivés au bout, et ton ministre à toi, Monsieur Édouard Philippe, il a dit qu'il allait les fermer. Alors toi, le chef des ministres, c'est toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il en pense? Rien, voilà.
Vous croyez que les commentateurs allaient dire, mais c'est quand même incroyable, c'est lui le Premier ministre, c'est pas ce qu'il veut. Non, non, vous pouvez passer comme une lettre à la poche. Je lui dis, dites donc, l'accord de libre-échange avec le Canada, vous savez qu'il s'applique et qu'il y aura des tribunaux d'arbitrage? Non, non, il n'y en aura pas. Le mec dit n'importe quoi, c'est pas vrai. Personne ne relève. Et voilà, c'est ça le commentaire politique. Bref, sur les centrales, il y a un sujet qui est posé sur la table. Oui ou non, on ferme les 18 ou 19 réacteurs qui vont arriver à leurs 40 ans de vie dans notre pays. Voilà, oui ou non? Et si c'est oui, il faut s'y mettre maintenant, ce qui est mon point de vue, à fabriquer les machines pour remplacer l'énergie nucléaire et fabriquer des machines qui font de l'énergie propre. C'est pas trop dur ça à comprendre quand même. Comment ça se fait qu'on ne peut pas en parler? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un accident? Qu'il y ait une machine qui ne marche plus? Que ça tourne mal? Qu'on soit obligé d'aller chercher la matière première, l'uranium dont on a besoin, à coup de trick, pour l'amener chez nous? Puisqu'il paraît qu'on est indépendant, il n'y a qu'un problème, il n'y en a pas un gramme chez nous de la matière première. Vous voyez, tout ça se tient. Oui ou non, on s'en occupe? Ou on regarde ailleurs, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Voilà, c'est comme tout le reste. 500 000 morts encore de la pollution de l'air en Europe. Alors, quelle est la réponse? Hein, le marché carbone, dit M. Macron. On va payer pour avoir le droit de dégueulasser. Voilà, c'est tout. Le marché carbone, c'est que ça. Voilà, c'est leur réponse au grand défi de l'humanité. C'est juste, là-bas à Grenoble, ils ont une action de plus que nous, c'est eux qui décident. Donc, qu'on fabrique les turbines qui permettent de faire l'énergie la plus propre du monde, ils s'en foutent. On arrive après, il y a du nucléaire. Tout le monde dit c'est dangereux, il y a un rapport qui sort, qui le montre. Est-ce qu'on ferme ou non les 19 réacteurs? Ils s'en foutent. C'est pas leur sujet. Ils préfèrent parler de l'impôt sur la fortune. Est-ce qu'on va mettre les yachts et les lingots dedans ou pas? Voilà. Nous, on s'occupe des problèmes de l'humanité. Allez les gens, à la semaine prochaine.